Ligne droite, la table ronde, Liselotte Dutreuil. Et c'est l'heure de la table ronde de Liselotte Dutreuil. Bonjour Liselotte. Bonjour Marie, bonjour aux auditeurs. Alors nous ne cessons de recevoir sur notre antenne des analystes et politiques qui tentent de déceler ce que sera la politique de notre nouveau Premier ministre Michel Barnier et surtout les défis auxquels il devra faire face. Si nous avons d'ores et déjà évoqué l'économie, la sécurité ou encore l'immigration, il est temps de s'attaquer au sujet de l'énergie puisqu'il n'est à n'en pas douter l'un des thèmes sur lesquels le futur gouvernement pourrait se déchirer tant il est décisif pour notre pays. Avec nous pour en parler, Fabien Bouglet, expert en politique énergétique, auteur de Éolienne, la face noire de la transition écologique aux éditions du Rocher et de Nucléaire, les vérités cachées aux mêmes éditions. Bonjour Fabien Bouglet, merci beaucoup d'être parmi nous. Bonjour Liselotte Dutreuil. Alors pour commencer, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un état des lieux simplement dans quel état Gabriel Attal laisse-t-il notre politique énergétique à Monsieur Barnier Où en sommes-nous à ce niveau-là ? Alors en termes de politique énergétique, on a une information importante qui est passée un peu inaperçue avec ce contexte de nomination du Premier ministre, c'est le caractère opérationnel de Flamanville. Flamanville a réalisé sa première fission nucléaire et donc sera bientôt raccordé au réseau. Donc ça, c'est une excellente nouvelle et je dirais que c'est l'aboutissement de plus d'une dizaine d'années de travaux de construction et ça signe vraiment le retour du nucléaire en France. Ce n'est pas le fait de Gabriel Attal, mais heureusement des travaux des ingénieurs d'EDF et d'Areva, d'Orano et de Framatome et de toute la filière nucléaire. Et je pense qu'il faut les en féliciter. On a toujours eu jusqu'à présent une politique de en même temps nucléaire et couplée avec des énergies intermittentes. Et je dirais que c'est vraiment l'enjeu essentiel qui va être au cœur de la politique énergétique de demain, c'est-à-dire quelle va être la place des énergies intermittentes. Et ça va être un peu le choix très important que devra faire Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, sur cette question. Pourquoi ? Parce que la Commission de régulation de l'énergie vient dans différents rapports de le rappeler, les énergies intermittentes, les éoliennes, les panneaux solaires, la biomasse et tout ce qui est dit renouvelable est en train de coûter à nouveau énormément d'argent et pour 2025, la contribution au service public de l'électricité a été évaluée, donc l'apport à 9 milliards d'euros. Donc ça, c'est de l'argent qui est ponctionné sur nos concitoyens. Je le rappelle, l'autre chantier très important qui est au cœur de ce problème, c'est le raccordement des réseaux. Pour quelle raison ? Parce que à force de multiplier les éoliennes terrestres ou en mer, il faut aujourd'hui multiplier les travaux de réseaux. Alors les réseaux, c'est quoi ? Ce sont les lignes à haute tension. Et les lignes à haute tension, Enedis et RTE, réseau de transport d'électricité. Donc le réseau de transport d'électricité, c'est une filiale d'EDF qui s'occupe de ces fameuses lignes à haute tension, prévoit et a annoncé depuis plusieurs années 200 milliards d'euros de travaux pour raccorder ces fameuses éoliennes et ces fameux panneaux solaires au réseau. Et donc, ce sont des dizaines, voire des centaines de milliards d'euros qui sont prévus et qui peuvent constituer un apport très important pour le déficit de la France, déficit commercial d'une part, mais aussi déficit budgétaire. Et donc, le chantier auquel va être confronté le Premier ministre, ça va être quelle est aujourd'hui, et c'est un moment un peu crucial, la place des énergies intermittentes dans le réseau électrique. Il y a eu un rapport qui a été rendu au Sénat, présidé et rapporté par Vincent Delahaye, le sénateur centriste Vincent Delahaye, qui a évoqué cette question en expliquant que plus on multipliait les énergies intermittentes, plus ça allait avoir un impact extrêmement fort sur les finances publiques. Et donc, sur ce point, c'est un élément très important auquel va être confronté le Premier ministre. Donc, vous, quelle serait justement cette place que vous laisseriez aux énergies intermittentes ? Qu'est-ce que vous conseilleriez au Premier ministre ? Alors, ce que moi je conseille, j'ai eu l'occasion depuis un certain temps de prévoir un plan pour une nouvelle politique énergétique. Et donc, j'ai évidemment travaillé, pas simplement tout seul.
j'ai travaillé avec d'éminents spécialistes, notamment André Merlin, l'ancien patron de RTE, pour voir comment on pouvait, parce qu'il y a à la fois ce chantier des réseaux électriques, ce chantier des énergies intermittentes, mais également le grand chantier du marché européen de l'électricité, qui est un autre problème, mais qui est lié à cette place des énergies intermittentes. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a deux grands problèmes. Le premier problème, ce sont les subventions que l'on accorde aux éoliennes et aux panneaux solaires. Et ça, ces subventions plombent littéralement les deniers de nos concitoyens en tant que consommateurs et les deniers en tant que contribuables. Et donc, pour moi, ça fait depuis 2001 que nous donnons des subventions. Je n'ai jamais vu une filière industrielle ou une filière tout court être subventionnée 24 ans après avoir été engagée ou lancée. C'est-à-dire que on est arrivé dans un paradoxe fou où, et quand vous entendez les lobbyistes de la filière éolienne vous dire qu'il faut continuer à subventionner les éoliennes et même il faut même augmenter les subventions aux éoliennes, vous vous dites on est dans une situation incroyable où les Français continuent à financer à fonds perdu des énergies intermittentes non productives qui plombent les finances publiques alors que, soi-disant, elles seraient arrivées à compétitivité selon les mots mêmes de la filière éolienne. Et en plus, elles vont contribuer à plomber les réseaux électriques et déstabiliser les réseaux électriques. Donc, pour moi, la première chose à faire, c'est évidemment de supprimer les subventions et l'éolienne et de revenir à un tarif de marché. Ce point, d'ailleurs, est tout à fait possible puisque le Conseil d'État, dans différentes décisions de justice, a expliqué qu'il était tout à fait envisageable, pour des raisons d'intérêt général, de revoir les tarifs de rachat des panneaux solaires. Puis, vous avez un autre problème, c'est que vous avez une discrimination du nucléaire vis-à-vis de l'électricité d'origine intermittente. C'est quoi cette discrimination ? Eh bien, c'est le fait que l'électricité d'origine éolienne et d'origine des panneaux photovoltaïques est prioritaire dans le réseau. C'est-à-dire que lorsqu'on a moins besoin d'électricité, eh bien, l'électricité d'origine nucléaire doit s'effacer face à l'arrivée de l'électricité d'origine éolienne ou solaire. Et ça a des impacts considérables parce que ça contribue à des prix négatifs dans le marché et ça déstabilise le marché européen de l'électricité. Et donc, il y a un des aspects très importants pour restabiliser le marché européen de l'électricité. Vous vous souvenez, Liselotte, qu'au moment des élections, on disait est-ce qu'il faut sortir du marché européen ou est-ce qu'il faut le modifier ? Évidemment, je plaide, moi, pour sa modification parce que le marché européen contribue à nous apporter des recettes dans le cadre des produits dans le cadre de nos échanges commerciaux. Donc, ça contribue à diminuer notre déficit commercial. Eh bien, dans le cadre de la modification du marché européen de l'électricité, cette question de priorité de réseau est une question fondamentale que l'on doit discuter à la Commission européenne. Donc là, ce sont deux chantiers fondamentaux sur les énergies intermittentes. Et le troisième chantier, qui est presque prioritaire, c'est un développement massif du nucléaire, un plan Mesmer 2, qui est donc la reprise du plan Mesmer de 1974, c'est-à-dire la construction de 25 réacteurs nucléaires du même type que Flamanville, ou moins puissants, on verra en fonction des propositions des ingénieurs, parce que Flamanville, c'est un très gros réacteur nucléaire, 1650 mégawatts, c'est un des plus puissants au monde, et évidemment, ça place la France dans la concurrence mondiale sur ce secteur. Et donc, comme on a un effet série, eh bien, c'est fondamental de construire plusieurs réacteurs nucléaires en même temps. Et ça, c'est un chantier que l'on doit lancer au plus vite et que le Premier ministre doit lancer au plus vite. Et enfin, le chantier du nouveau nucléaire, parce que là, les Américains avancent très très vite, ainsi que les Russes, les Chinois, et on ne peut pas rester au bord du chemin alors que nous avons une filière nucléaire extrêmement puissante et importante. Et donc là-dessus, le Premier ministre doit faire des efforts très importants. Cela étant, entre nous, Michel Barnier est loin de quelqu'un d'étranger à cette question des politiques énergétiques. Et
c'est plutôt extrêmement satisfaisant cette nomination. Alors, c'était ma question suivante justement. Quelles sont les aspirations de Michel Barnier concernant cette politique énergétique? Est-ce qu'on a déjà quelques pistes pour pouvoir savoir ce vers quoi il va se diriger? Alors, tout d'abord, vous avez la question politicienne. C'est-à-dire qu'on a bien compris que Michel Barnier est le Premier ministre d'une alliance qui va de Horizon des macronistes au LR Ciotti et au Rassemblement national. Donc, pour avoir sa majorité à l'Assemblée nationale, il doit composer avec ces différents blocs. Ce qui est intéressant, puisque l'extrême gauche a été évincée, heureusement, de ce dispositif. Et donc, je dirais que la première chose, moi, qui me satisfait, c'est que nous avons évité le pire avec un Premier ministre d'extrême gauche, comme Madame Castet, ou de gauche plus modérée, comme Monsieur Cazeneuve. Rappelons que dans la majorité de gauche, vous avez quand même d'anciens fossoyeurs du nucléaire, avec François Hollande qui a été réélu, ou Madame Voynet, qui a trahi son pays à Bruxelles dans une vidéo célèbre aujourd'hui rendue célèbre. Alors, pour ce qui est de la majorité, effectivement, le point commun entre tous les députés de cette majorité, on va dire, du Premier ministre, c'est que tout le monde est pro-nucléaire. Donc ça, là-dessus, il y a eu dans la majorité un rapport avec le LR sur la souveraineté énergétique à l'initiative de 2 députés, l'un de la Macronie et l'autre des LR. Au Rassemblement national, c'est évident qu'il y a une forte appétence pour la question du nucléaire. Et donc, on a une majorité nucléaire. Et donc là-dessus, je pense que le Premier ministre, sur ce sujet, fera un consensus de sa politique de relance du nucléaire plus vite. Et je pense qu'il faut qu'il profite le plus vite possible de cette majorité pour relancer la filière industrielle nucléaire française et relancer les innovations dans le domaine. Là-dessus, je n'ai aucune inquiétude. Et enfin, la question, c'est sur sa majorité sur les éoliennes. Parce que vous avez un Rassemblement national, une partie des LR qui sont plutôt contre le politiquement incorrect des énergies intermittentes. Et puis, vous avez le en même temps d'une partie de la majorité présidentielle. Et donc, c'est sur ce point que ça va être un petit peu plus compliqué pour le Premier ministre. Ensuite, quelle est la vision du Premier ministre? Et là-dessus, moi, je suis ce que fait Michel Barnier depuis des années. J'ai eu l'occasion de voir à quel point il était investi sur cette question. C'est lorsqu'il a été candidat aux primaires de l'élection présidentielle qu'il a émis son projet présidentiel. Et là-dessus, on est totalement, et moi je suis personnellement totalement en phase avec ces propositions. Une relance du nucléaire, il promeut une relance massive du nucléaire, donc ça c'est bien, et il est très très réticent à l'égard des éoliennes, et en particulier des éoliennes aux mers. Il a été interviewé dans la presse, notamment par Ouest France, sur le projet de parc éolien de l'Île-Dieu, et il est très hostile aux éoliennes en mer. Et donc, sur ce point, je me réjouis que nous ayons un Premier ministre plutôt issu des LR, et dans les LR qui fassent partie des gens lucides sur la question des énergies intermittentes et la question de la souveraineté énergétique. J'ai retrouvé une vidéo de lui en 2021 où il parle de l'importance de la souveraineté énergétique. Et je vous rappelle que c'est aussi le thème de mon 3e livre, Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial, qui est sorti l'année dernière et qui associe toutes ces données. Donc, sur ce point, moi, vous savez, je suis un observateur de la question énergétique. Toutes les personnes de bonne volonté qui veulent relancer la souveraineté énergétique de notre pays, de droite comme de gauche, je les soutiens. Et donc, comme j'ai soutenu la politique du Rassemblement national ou de Reconquête ou d'Éric Zemmour ou de Sarah Knafo qui vient de faire une excellente intervention au Parlement européen. Je soutiens l'initiative du député Philippe Brun du Parti socialiste qui a contribué à la nationalisation d'EDF. Je n'ai pas de sectarisme sur la question à partir du moment où la politique énergétique est lucide, énergétiquement correcte et rationnelle, et pas dans l'irrationalité de l'extrême gauche et de la gauche. On va revenir sur toutes ces questions de souveraineté énergétique. Avant cela, vous expliquiez donc que les
a priori, les aspirations de Michel Barnier concernant la politique énergétique étaient assez pertinentes. Entre ces aspirations et ce qu'il va pouvoir faire effectivement, il peut y avoir un grand gap. On l'a dit, il a des affinités avec l'Union européenne. On a aussi tout le pouvoir des lobbies en France qui est assez puissant, lobby écologiste notamment. Est-ce que vous pensez que Michel Barnier va pouvoir avancer dans ces conditions, ou est-ce que entre les réglementations de l'Union européenne, les différentes politiques qui sont menées à des échelles supérieures et la pression des lobbies, il sera libre de pouvoir mettre en place ce que vous semblez nous présenter? Oui, vous avez raison. Je suis extrêmement satisfait des positions de principe qu'il a posées lorsqu'il était candidat, mais après, il y a le caractère rationnel de ce qui va se passer concrètement à plus long terme. Le point positif, c'est qu'il connaît très fortement les couloirs de Bruxelles et la façon de négocier. Donc, sur ce point, la question énergétique, je le rappelle, est une question fondamentale de la Commission européenne et de l'Union européenne. Je rappelle, pour information, que en 1957, il y a eu 2 traités, les 2 traités fondateurs de la Communauté européenne, la Communauté européenne économique et la Communauté européenne de l'énergie atomique. Donc la question énergétique est au cœur de la création de l'Union européenne. Donc sur ce point, je fais partie des personnes qui pensent que l'Union européenne est très importante sur ce sujet, mais aussi à rebours, que le fait qu'il ait l'expertise de l'Union européenne nous permet de penser qu'il va pouvoir négocier. En particulier, il y a une forte, et vous avez raison de le souligner, Liselotte, c'est qu'il y a une forte pression allemande au sein de la Commission européenne et au sein de l'Union européenne pour nous imposer ces fameux 42% d'énergie renouvelable, alors que précédemment, les gouvernements précédents, avec Bruno Le Maire et Gabriel Attal et Agnès Pannier-Runacher, n'avaient de cesse que de dire qu'il fallait 42% d'énergie décarbonée. Puisque le nucléaire étant décarboné, la France fait partie des pays les plus vertueux en Europe pour leur décarbonation électrique. Donc là-dessus, nous n'avons aucune problématique et nous n'avons pas d'objectif à avoir de l'Union européenne. Et je pense que Michel Barnier a montré sa capacité au moment du Brexit à fédérer et à montrer sa capacité à négocier. Ensuite, vous avez un autre problème qui, justement, pour moi, est essentiel. C'est que nous avons 3 300 milliards d'euros de dette. 3 300 milliards d'euros de dette. Et donc, c'est une contingence financière auquel est confronté Michel Barnier et dans laquelle cette fameuse transition énergétique contribue fortement à cette dette. Et donc, je dirais qu'il va falloir faire un vrai bilan coût-avantage à maintenir des énergies intermittentes dont la technologie n'est pas française, qui plantent nos importations et nos exportations puisque nous sommes obligés d'importer une technologie étrangère, qui est subventionnée par le contribuable et le consommateur, qui contribue au déficit à la fois commercial mais aussi au déficit budgétaire. Et donc, de ce fait, eh bien, Michel Barnier va être confronté à un choix et un dilemme qui rejoint sa problématique. C'est quelle place on veut donner au financement d'énergies intermittentes qui ne servent pas, alors que le nucléaire doit être financé massivement pour contribuer au développement de notre économie. Et là-dessus, j'ai bon espoir que le Premier ministre soit accompagné avec cette certaine lucidité de faut-il continuer ou pas le financement de ces éoliennes dans un souci de maîtrise de nos dépenses publiques. Et je pense que malheureusement, le déni de réalité qu'on a pu connaître jusqu'à présent devrait être levé au profit d'une rationalité financière. Alors justement, il y a beaucoup d'économistes qui pointent du doigt l'austérité à venir en ce qui concerne nos finances et notre économie. Ça fait peur à beaucoup de Français. Est-ce que vous pensez que si nous développions le secteur nucléaire, ça pourrait servir de tremplin à notre économie ? Ah ben, évidemment, c'est exactement ce qui a contribué au développement économique de la fin des années 70 et des débuts des années 80. Si vous lancez, et moi c'est ce que je plaide depuis le début, si vous lancez la construction de 15 à 20 réacteurs nucléaires, vous réindustrialisez le pays, ne serait-ce qu'en construisant les réacteurs nucléaires. Toutes les villes qui reçoivent des réacteurs nucléaires, ils en veulent. Toutes les villes qui ont 2 réacteurs nucléaires veulent un réacteur nucléaire supplémentaire.
j'ai lu des articles très intéressants qui expliquent que un réacteur nucléaire dans une région, c'est un îlot de prospérité pour la région. Donc, ce qui se passe pour une région se passera pour la France. Ça s'est exactement passé comme ça dans les années 70 et le début des années 80. La production électrique puissante crée de la compétitivité, fait baisser la facture énergétique des entreprises et par extension développe l'économie du pays. Par contre, ça ne se fera pas à court terme parce qu'on a perdu 20 ans. C'est ça le problème. C'est que, en réalité, et je me tue à expliquer ça depuis des années, nous perdons tout le temps du temps précieux pour cette relance économique grâce au développement de l'énergie nucléaire. Et la France a cette chance incroyable de bénéficier des professionnels. Et donc, évidemment, moi, je prône cette relance économique par le nucléaire et il faut se relever les manches au plus vite. Et il faut espérer, justement, et c'est ça, je pense, qui est important, c'est que moi, je plaide pour une union nationale du nucléaire. C'est-à-dire qu'on fasse la paix des sages entre les différents partis politiques, qu'on arrête les invectives. J'ai entendu certains hiérarques d'un parti politique plutôt à droite insulter le futur Premier ministre. Il faut arrêter ça. Je veux dire, il y a un moment, l'intérêt et le bien commun, c'est la relance de notre pays. Ce ne sont pas les espérances d'avoir un poste ou de se dire « Ah oui, mais s'il est Premier ministre, je risque de ne pas avoir demain le poste de ministre parce que Michel Barnier va réussir. » Il faut que Michel Barnier réussisse, pas parce qu'il faut que les LR gagnent, mais parce qu'il faut que notre pays s'en sorte, oui, bien sûr. tout simplement. Et moi, c'est là-dessus que j'ai des aspirations. Après, on me dira peut-être, j'entends ça et là sur Internet dire oui, bah ça va être pareil. Oui, sauf que là, on est au pied du mur et il faut que notre pays se relève, autrement ça va être le chaos. Et on a vu cet été à quel point la situation était à la limite de la gravité parce que Michel Barnier doit réussir, parce qu'autrement, on a aux aguets l'extrême gauche la plus fascisante qui est aux portes du pouvoir. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant. On parlait là de relance économique. À côté donc de toutes les questions nucléaires, il y a celle des énergies renouvelables, des éoliennes, etc. Et on voit que malgré tout, ça a quand même très bonne presse en ce moment. Est-ce que nous n'aurions pas intérêt en France à nous consacrer fortement à ce domaine, à essayer de le développer aussi, en imaginant que c'est quelque chose qui pourrait continuer justement d'être assez plébiscité dans les années à venir et donc nous positionner en leader sur ce marché? Sur le marché sur quel marché? Le marché des énergies renouvelables. Alors, il faut comprendre une chose qui est très intéressante, c'est que aujourd'hui, malgré les propagandes de certains supports médiatiques, vous avez aujourd'hui une déroute financière mondiale des énergies intermittentes, éoliennes et panneaux solaires. À telle enseigne que Voltalia, qui est la filiale de la famille Muliez, est sur le point de demander la sortie de la cote de la bourse. Pour quelle raison? Parce qu'au Brésil, ils n'arrivent plus à vendre leur électricité parce que le gouvernement brésilien a limité justement ces fameux réseaux de distribution. C'est-à-dire qu'ils ont une production électrique, mais ils n'ont pas le réseau qui leur permette de vendre leur électricité. Et donc, en fait, vous avez à l'échelle mondiale un krach boursier de toute la filière éolienne. Les rats quittent le navire et au contraire, c'est une filière qui est en déroute totale. Et par ailleurs, la France avait vendu ses fabricants d'éoliennes. La plupart des fabricants d'éoliennes européens sont en déroute. Je pense à Vestas ou à Siemens Energy, qui a connu des déroutes financières épouvantables. Alors, c'est un peu caché, évidemment, par les médias mainstream, mais c'est une déroute épouvantable. Et de ce fait, ce sont les Chinois qui sont en train de l'emporter. Et donc, les Chinois ont gagné le marché des panneaux solaires, ils ont gagné le marché des éoliennes, et en plus, ils sont en train de faire un bannissement pour l'exportation des matières premières permettant la construction des éoliennes et des panneaux solaires ou la construction des outils de production. Donc, il ne faut pas se leurrer, la France n'a aucun moyen de rivaliser avec la filière industrielle éolienne ou panneaux solaires chinoise, contrairement à ce que disait notre ancien ministre de l'énergie, monsieur Lescure,
qui inaugurait une centrale solaire au jour J, et le lendemain, on annonçait à Nantes la fermeture d'une usine de panneaux solaires en France. Donc, si vous voulez, là-dessus, la messe est dite. Nous devons consacrer urgemment tout l'argent disponible pour financer une filière industrielle nucléaire française avec des emplois non délocalisables. Les centrales nucléaires sont construites en France. En plus, avec le nucléaire de nouvelle génération, nous avons plus de 2 à 3 000 ans de combustible sur le sol français. Ça veut dire que nous disposons de notre souveraineté énergétique, tandis que nous n'avons pas de terres rares sur notre sol. Les terres rares sont principalement fabriquées en Chine. Le seul, aujourd'hui, terres rares disponibles que nous puissions avoir, ce seront les éoliennes démantelées. Donc, on pourrait effectivement utiliser les éoliennes comme mine de terres rares pour avoir des réserves de terres rares. On démantèle les éoliennes et on a comme ça une petite réserve stratégique de terres rares en France. Mais c'est tout. Donc, nous n'avons aucun moyen de rivaliser avec la Chine qui est en train de détruire la filière éolienne allemande et danoise. Donc, alors que le Danemark et l'Allemagne étaient leaders dans le marché en Europe, ils sont en train de s'effondrer. Et s'effondrent aussi en particulier parce qu'en Allemagne et au Danemark, le coût de l'énergie a explosé du fait de l'absence de gaz d'origine russe, ce fameux sabotage de Nord Stream et la guerre en Ukraine. Donc tout ça se retrouve. Ouais. Mais non, il est illusoire d'envisager une filière. En revanche, là, il y a des analystes qui ne sont pas d'accord sur ce point. En revanche, nous pouvons créer une filière de l'hydrogène blanc. Donc ça, c'est décarboné. C'est un hydrogène naturel que l'on a dans les sous-sols de la France. Et on peut imaginer un hydrogène décarboné avec le développement du nucléaire, c'est-à-dire faire de l'hydrogène à partir de nos centrales nucléaires. Et d'ailleurs, les États-Unis et l'Allemagne développent ces nouveaux systèmes. Donc, on a effectivement sur l'hydrogène un potentiel grâce à ces deux sources d'hydrogène, le nucléaire et l'hydrogène naturel. Merci beaucoup Fabien Bouglet. On arrive au terme de cet entretien qui était très complet et en même temps très clair. Je rappelle que vous êtes expert en politique énergétique, auteur de Éolienne, la face noire de la transition écologique, et de Nucléaire, les vérités cachées aux éditions du Rocher. Est-ce que vous pourriez rappeler le dernier titre de votre livre que j'ai oublié ? Et le dernier livre, Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial, qui a été honoré d'ailleurs d'une mention d'honneur du prix Turgot 2024, remis au ministère de l'économie et des finances en mars dernier. Qui permet de mieux comprendre les conflits géopolitiques autour de l'énergie, j'imagine. Écoutez, et qui explique la situation actuelle dans laquelle nous sommes, c'est comment justement ces enjeux entre les énergies intermittentes, le gaz, le nucléaire, nous sommes au cœur de ce conflit mondial. Et là, le Premier ministre doit relever les manches parce que la bataille est rude. Alors écoutez, on espère qu'il aura écouté cette émission. Qui sait, ça pourrait lui donner des idées de direction à prendre. On va regarder ça de très près, Fabien Bouglet, et puis on vous réinvitera très prochainement pour parler justement des avancées et puis de la direction que la France prend sur ce terrain-là. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. C'est un plaisir. Et à très bientôt.